On a tous déjà vécu ça, pas vrai? Le service en ligne du gouvernement qui refuse de fonctionner, le site qui plante, le formulaire qui s'efface, des heures de perdu. Mais imaginez une seconde que cette frustration se chiffre non pas en heures, mais en milliards de dollars. Là, on change complètement de dimension. On entre dans l'un des plus gros fiascos technologiques que le Québec ait connu récemment. C'est parti. Ce mot, fiasco, on l'a vu partout, à la une de tous les journaux. SA à Click, la plateforme qui devait nous simplifier la vie, a fait exactement l'inverse. Ça a été un chaos monumental. Des files d'attente interminables, des bugs à n'en plus finir. Bref, la belle promesse de modernisation s'est transformée en un véritable cauchemar national. Et le coût de ce cauchemar, accrochez-vous bien, le budget de départ, qui était déjà énorme à 458 millions, a plus que doublé. On a dépassé le milliard de dollars. C'est un dérapage financier absolument colossal, payé avec nos fonds publics. C'est la fameuse question à 1 milliard de dollars. Comment est-ce qu'un projet aussi crucial peut dérailler de manière aussi spectaculaire? Ce serait trop simple de tout mettre sur le dos de la gestion de projet. En fait, la vraie histoire, elle est cachée beaucoup plus profondément, dans les fondations numériques invisibles de notre État. Pour comprendre la panne qu'on a vue en surface, il faut aller voir ce qu'il y a sous le capot. Et là, surprise, on ne trouve pas un moteur dernier cri, mais plutôt une vieille mécanique hyper complexe, vieille de plusieurs décennies, où tout est interconnecté d'une façon assez précaire. Cette citation, elle est incroyable. Pas seulement parce qu'elle est juste, mais aussi parce qu'elle ne vient pas d'un rapport officiel. Non. Elle a été postée sur un forum en ligne par un développeur. C'est quelqu'un du terrain qui décrit la situation. Un enchevêtrement de 200 vieux systèmes qui essaient de se parler. Un vrai plat de spaghettis. Et ce plat de spaghettis, c'est un nom technique, un système hérité, ou legacy system en anglais. La meilleure analogie, c'est la plomberie d'une très vieille maison. Ça marche au quotidien, mais si on touche à un seul tuyau, on risque de tout inonder. Le problème, c'est que cette plomberie numérique, elle gère des choses aussi critiques que nos impôts, la paie des fonctionnaires ou nos dossiers de santé. Au cœur de ce labyrinthe, on trouve le véritable personnage principal de notre histoire. Un langage de programmation qui est plus vieux que la plupart des gens qui l'utilisent. Il aurait dû disparaître depuis des lustres, mais il est toujours là. Son nom, COBOL. Juste pour qu'on se fasse une idée, le COBOL est né en 1959, la même année que la poupée Barbie. Le système SAGIR, qui gère la paye de tout l'État québécois, date de 1978. Et aujourd'hui, en 2025, il tourne encore. C'est à la fois une prouesse technique et en même temps une véritable bombe à retardement. Et attention, ce n'est pas juste un phénomène québécois, loin de là. À l'échelle mondiale, 90% de toutes les transactions bancaires passent par des systèmes COBOL. On estime qu'il y a plus de 800 milliards de lignes de ce code qui tournent en ce moment même. C'est littéralement la colonne vertébrale invisible de l'économie mondiale. Au Québec, des géants comme Revenu Québec, Desjardins ou Hydro-Québec dépendent tous du COBOL. En Europe, c'est pareil pour les caisses de retraite, la sécurité sociale et des banques énormes comme BNP Paribas. Le problème de la CAQ, en fait, c'est un problème systémique et mondial. Alors on pourrait se dire, pourquoi ne pas simplement les laisser tranquilles, ces vieux systèmes, s'ils fonctionnent? Eh bien, c'est ça le grand paradoxe du COB. D'un côté, ils sont incroyablement robustes. Ils ont été conçus pour ne jamais planter. C'est leur plus grande force. Mais de l'autre, ils sont d'une rigidité extrême. Le moindre petit changement, c'est un casse-tête monumental qui prend des mois. Pendant des dizaines d'années, cette rigidité, c'était juste un inconvénient. Mais aujourd'hui, c'est devenu une crise existentielle. Et la raison, elle est toute simple. Les seules personnes qui comprennent encore comment fonctionnent ces labyrinthes sont en train de partir à la retraite. Le ministre Éric Kerr l'a résumé de façon très directe. Cette expertise est en voie d'extinction. Ça fait des décennies que les universités n'enseignent plus le COBOL. Il n'y a tout simplement aucune relève. La situation est un vrai paradoxe économique. D'un côté, on a des dizaines de postes ouverts pour des développeurs COBOL au Québec, souvent très bien payés. Et de l'autre côté, l'offre est à zéro. Aucun nouveau diplômé n'arrive sur le marché du travail avec cette compétence. Mais pourquoi on a arrêté de l'enseigner? Pour ça, il faut faire un petit bond dans le passé, en 1975. Edsger Dijkstra, qui est l'un des pères fondateurs de l'informatique moderne, trouvait ce langage tellement mal fichu qu'il a dit que l'enseigner devrait être considéré comme un délit pénal. Le monde de l'informatique l'a écouté, mais les systèmes, eux, sont restés en place. Alors, on fait quoi? On ne peut évidemment pas tout débrancher du jour au lendemain. La mission, c'est donc de moderniser ces infrastructures critiques sans tout faire exploser. Et ça, c'est l'un des plus grands défis technologiques de notre époque. En gros, il y a 3 grandes stratégies. Mais attention, elles sont toutes extraordinairement complexes. On peut essayer de déplacer le vieux code sur une machine plus moderne.
On peut tenter de le traduire automatiquement dans un langage comme Java, ou alors on reconstruit tout à partir de zéro. Chaque option est longue, très chère et super risquée. Et c'est là qu'on frappe un mur. Un mur gigantesque. Avant même de pouvoir changer une seule ligne de code, il faut arriver à comprendre une logique qui a été bâtie sur 40 ans, souvent sans aucune documentation à jour. Les architectes d'origine sont partis depuis bien longtemps, en emportant les plans avec eux. C'est comme vouloir rénover une cathédrale, sans savoir où sont les murs porteurs. Et c'est ici que la technologie du XXIe siècle vient à la rescousse de celle du XXe. L'approche qui semble la plus prometteuse aujourd'hui, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle comme une sorte d'archéologue du code, capable d'aller fouiller ces ruines numériques pour en retrouver les secrets. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait cette IA? Eh bien, elle lit des millions de lignes de vieux COBOL et elle fait ce qu'un humain mettrait des décennies à faire. Elle génère la documentation qui manque, elle dessine la carte des connexions entre tous les programmes et surtout, elle extrait les règles du jeu, par exemple comment on calcule une paye, qui était complètement enfouie dans le code. Alors au-delà du fiasco, au-delà de ce voyage dans les entrailles de l'informatique, quelle est la grande leçon à retenir de cette histoire à 1 milliard de dollars? Parce qu'elle dépasse de loin le simple cas de la CAQ. Voilà le point crucial. Le drame de CACLIX, ce n'est pas juste une erreur de gestion. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la collision frontale entre notre monde d'aujourd'hui, qui veut des services rapides, agiles, et l'infrastructure invisible sur laquelle tout ça repose. Une infrastructure qui a été conçue pour un autre siècle, avec une toute autre philosophie. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Le COBOL, ce n'est qu'un exemple. Combien d'autres systèmes comme ça, vieillissants, fragiles, mais absolument vitaux, tournent en silence tout autour de nous et n'attendent que le prochain grand projet de modernisation pour nous rappeler à quel point ils sont dangereusement complexes?